Il y a de fortes chances que tu aies déjà entendu parler du Bitcoin ces derniers mois ou ces dernières années sans vraiment comprendre de quoi il s'agissait. Tu as déjà entendu parler de blockchain ou de crypto-monnaie, mais tout ça c'est un peu flou pour toi, voire complètement obscur. Pour ma part, ça fait plusieurs mois que je m'intéresse énormément au milieu des cryptos. J'y ai découvert un monde passionnant et je suis vraiment persuadé qu'une vraie révolution technologique est en train de se mettre en place. Alors, il y a vraiment une infinité de possibilités d'aborder le sujet. Ce que je veux faire au travers de cette vidéo, c'est tout simplement créer le truc que j'aurais voulu avoir en découvrant les cryptos, avec un objectif non pas de tout comprendre, mais en tout cas comprendre l'essentiel. Et tout bêtement, c'est la vidéo que j'aimerais pouvoir envoyer à mes amis ou aux personnes de mon entourage lorsque l'on me demande ce qu'est le Bitcoin, ce que sont les crypto-monnaies, comment ça marche, à quoi ça sert et est-ce que c'est sécurisé. Dans cette vidéo, on va rester sur des choses relativement basiques. Je ne parlerai pas d'investissement dans les crypto-monnaies, puisque j'ai le projet de dédier de futures vidéos à ces sujets-là. Car oui, on peut investir dans les crypto-monnaies, oui, on peut se faire beaucoup d'argent, mais oui, c'est aussi très risqué, car très volatile. Mais voilà, dans de futures vidéos, je te montrerai comment moi, précisément, j'investis dans les crypto-monnaies, parce qu'il y a de nombreuses façons de le faire. Allez, let's go! Hey, salut à toi, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu me vois, je m'appelle Vanak, je suis un ancien ingénieur en informatique et depuis quelques années, depuis la création de la chaîne YouTube, je me suis reconverti en coach formateur dans la création de business en ligne. Et sur cette chaîne YouTube, je te parle d'une manière générale de développement personnel et je m'intéresse également énormément à tout ce qui est relatif aux revenus passifs, à la liberté financière. Pourquoi ? Parce que globalement, je pense que l'argent ne devrait pas être un sujet tabou. Je pense que les gens gagneraient à être plus ouverts sur les sujets liés à l'argent. Et tout simplement, en maîtrisant les sujets liés à l'argent, eh bien, il pourrait être remis tout simplement à sa place et considéré comme ce que c'est vraiment finalement. C'est-à-dire qu'un simple outil. Et tu sais, c'est un truc que tu as déjà forcément entendu, mais moi, personnellement, mon objectif n'est pas de travailler pour l'argent, mais j'ai envie que l'argent travaille pour moi. Parce que en amont, j'aurais mis en place des systèmes me générant des revenus passifs, parce que en amont, j'ai mis en place différentes sources de cash flow positifs. Bref, tout plein de notions que j'ai déjà abordées dans le passé sur ma chaîne YouTube, et dont le livre de référence est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ok, partons du tout début pour comprendre ce qu'est le Bitcoin depuis les fondations. Le Bitcoin est une crypto-monnaie. C'est la toute première crypto-monnaie qui a vu le jour en janvier 2009. Des crypto-monnaies, il en existe des milliers aujourd'hui. Encore une fois, pour simplifier un maximum, non pas pour tout comprendre, mais pour comprendre l'essentiel, on va définir une crypto-monnaie selon 4 concepts centraux. Premièrement, une crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle. 2, cette monnaie, elle est basée sur un registre. 3, cette monnaie, elle est décentralisée. Et 4, elle est sécurisée par la cryptographie. Et donc, je vais te détailler ces 4 concepts spécifiques aux crypto-monnaies dans cette vidéo. Premièrement, c'est une monnaie virtuelle. Alors déjà, qu'est-ce qu'une monnaie ? Une monnaie, c'est un moyen de faire des échanges contre des biens et des services. Autrefois, avant l'invention de la monnaie, il y avait le troc. Pour avoir, je sais pas, admettons, 1 kilo de bœuf, eh bien, je vais peut-être t'échanger 5 kilos de blé. Si tu es fabricant de manteaux et que je veux avoir un manteau que tu auras fabriqué, peut-être que je vais te proposer, je sais pas, 5 kilos de carottes et 5 kilos d'oignons. Sauf que le problème qui s'est posé très rapidement, c'est que si moi je veux ton manteau, effectivement, mais que toi, tu n'as absolument pas envie de mes carottes ou de mes oignons, eh ben il va y avoir un souci. À un moment donné, pour faciliter tout ça, on s'est dit qu'on allait utiliser des métaux précieux pour faire les échanges de ces produits. Parce que, à la base, on s'est entendu sur le fait que ces métaux précieux, donc l'or ou l'argent par exemple, étaient effectivement
rares, qu'ils avaient de la valeur, qu'ils avaient une valeur commune pour toi et pour moi. Un peu plus tard, on s'est mis à inventer les pièces parce que c'était quand même beaucoup plus commode de s'échanger des pièces plutôt que des morceaux ou même des miettes d'or ou d'argent. Encore un peu plus tard et jusqu'à aujourd'hui encore sont arrivés les billets. Si je prends ce billet de 50 € et que je vais dans un pays étranger et que je veux acheter certaines choses, eh bien je vais avoir des choses, des biens, des services à la hauteur de ces 50 €. Et encore une fois, ce système ne fonctionne qu'à partir du moment où chaque partie considère que ce billet a de la valeur. C'est-à-dire que si demain le monde entier considère que l'euro ne vaut plus rien, eh bien ce billet ne me servira à plus rien du tout. Donc en réalité, une monnaie, c'est quelque chose de complètement abstrait et qui n'a de la valeur que si tout le monde est d'accord. Et depuis quelques années, avec les cartes bancaires, avec les virements, avec les paiements sans contact, on utilise de moins en moins les pièces et les billets, ce qui fait que tout le système bancaire actuel repose déjà en grande partie sur quelque chose de virtuel. Le truc pour le Bitcoin, c'est que c'est une monnaie complètement virtuelle, qu'il n'y a pas de pièces ou de billets associés à cette monnaie. Donc même si aujourd'hui ce n'est pas la monnaie la plus courante, ça reste une monnaie avec laquelle on est censé pouvoir payer des biens et des services à partir du moment où il y a un vendeur et un acheteur qui s'accordent sur le fait que cette monnaie a une valeur cohérente pour les deux parties. En 2009, lorsque le Bitcoin est apparu, pas grand monde pensait que ça allait être une solution viable. Mais force est de constater, plus d'une décennie après sa création, que le Bitcoin est de plus en plus populaire et la possibilité que le Bitcoin soit la monnaie du futur est de plus en plus probable. Factuellement, au Salvador, le plus petit pays d'Amérique latine, comptant 6,5 millions d'habitants, a adopté depuis le 7 septembre 2021 le Bitcoin comme monnaie officielle. Et qui sait, peut-être que dans quelques années ou quelques décennies, on utilisera le Bitcoin comme un moyen de paiement mondial pour payer des biens et des services, et que l'on n'utilisera plus des monnaies locales ou nationales comme le dollar, comme l'euro, qui sont gouvernées par des institutions financières. Une monnaie de référence pour le monde entier. Voilà pour la première partie, le Bitcoin est donc une monnaie virtuelle. Deuxième point, le Bitcoin, comme toutes les cryptos, est basé sur un registre. Ça veut dire que chaque transaction du Bitcoin a été tracée et est visible de tout le monde depuis sa création en janvier 2009. J'aime bien m'imaginer ça comme un espèce d'énorme fichier Excel où chaque ligne correspond à chaque transaction qui a été réalisée avec du Bitcoin. L'image que j'aime bien utiliser pour illustrer ce qu'est ce registre, c'est comme un livre de compte que l'on pourrait tenir lorsque l'on part en vacances avec des amis. Pour des raisons de praticité et de facilité, on nommerait quelqu'un comme étant le référent qui irait écrire dans ce livre de compte. Donc chaque dépense faite viendrait rajouter une nouvelle ligne dans ce livre de compte. Et ainsi, on pourrait avoir des choses comme Vanak doit 56 € à Pierre pour les courses de tel jour, Jean-Marie doit 12,56 € à Janine pour la boulangerie, etc., etc. À partir du moment où on a tous confiance les uns les autres, et en particulier en celui qui tient le livre de compte, tout fonctionne bien. Et de manière très basique, c'est ainsi que fonctionne le registre du Bitcoin. Ce tableur géant enregistre l'intégralité des transactions depuis 2009, sauf que dans la réalité, ce registre n'est pas vraiment un tableur, mais c'est plutôt une succession de blocs qui sont arrangés en chaîne, d'où le nom de la technologie blockchain. Le truc, c'est qu'avec notre histoire de tableur en vacances, il y a une personne qui est considérée de confiance qui va écrire dans le registre. Et c'est ok dans le cadre de vacances avec tes potes. Mais comme tu le sais, on vit pas dans le monde des bisounours et donc tout le monde n'est pas tout beau et tout gentil, ce qui fait qu'avoir une seule version du registre avec une seule personne qui tient tous les comptes, c'est quand même un peu idyllique. Qu'est-ce qui se passe si la personne, elle tombe malade? Et en fait, dans notre quotidien, c'est un peu ce qui se passe.
c'est-à-dire que l'on fonctionne de manière centralisée, c'est-à-dire que au milieu, la personne en qui on fait confiance, c'est le système bancaire. On a donc un modèle centralisé où la banque va jouer un rôle d'intermédiaire lorsque deux personnes veulent échanger des biens ou des services. Par exemple, si tu veux acheter une voiture à quelqu'un, à un inconnu, la banque va servir d'intermédiaire, va vérifier que l'acheteur a bien l'argent, la banque va s'assurer du transfert de l'argent entre l'acheteur et le vendeur, et au passage, elle peut parfois prélever des frais, elle va parfois prendre du temps pour la transaction, et ça fait partie des inconvénients d'avoir quelque chose au milieu, un modèle centralisé. Mais le pire dans tout ça, c'est lorsque le système bancaire explose. Qu'est-ce qui se passe si le truc central auquel tu es censé faire confiance ne fonctionne plus correctement? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des magouilles au milieu? Qu'est-ce qui se passe si le truc du milieu est en faillite et n'a plus du tout d'argent? C'est grosso modo ce qui s'est passé en 2008 lors de la crise financière, lorsque plusieurs États ont dû s'endetter lourdement pour venir au secours de banques en faillite. Et ça nous amène au troisième point, puisque dans le monde des cryptos, tout est décentralisé. Il n'y a pas une personne au milieu qui gère le tout. Il n'y a pas une personne au milieu qui gère l'ensemble du système. Il n'y a pas un truc central qui se dit « Hey, je suis tout puissant, j'ai l'intégralité du registre en ma possession, tout dépend de moi, c'est moi qui gère tout parce que c'est moi qui suis détenteur du gros fichier Excel et qui suis le centre névralgique de toutes les transactions. » Dans le monde des crypto-monnaies, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que n'importe qui dans le monde a la possibilité de détenir une version de ce gros fichier Excel, de ce registre ou de la blockchain. Et le Bitcoin ne fait pas exception. C'est-à-dire que dans le monde, des ordinateurs sont dédiés pour valider la conformité de la blockchain. Et au passage, tu as peut-être déjà entendu parler du terme miner du Bitcoin, et c'est ça qui se passe. Ce sont en fait des gros ordinateurs très performants, des grosses machines qui vont s'assurer de la conformité du réseau, de la conformité du registre, qui vont valider le tout, qui vont enregistrer chaque nouvelle entrée dans le registre, et en faisant ce travail de gestion et de maintenance, l'ordinateur ou le possesseur de l'ordinateur va se voir attribuer une récompense en Bitcoin. Et donc, des mineurs de Bitcoin, il y en a vraiment partout dans le monde. Et enfin, on arrive à la quatrième caractéristique des crypto-monnaies, c'est l'aspect sécurité. Dans crypto-monnaie, on a monnaie, on a vu au début dans la première partie que c'était une monnaie virtuelle, que le Bitcoin était une monnaie virtuelle, et dans crypto-monnaie, il y a crypto, parce que les crypto-monnaies sont sécurisées au travers de la cryptographie. Alors, la cryptographie, c'est une branche à la frontière des mathématiques et de l'informatique. C'est un sujet qui peut être extrêmement complexe, mais pour simplifier un maximum, la cryptographie permet d'encoder et de décoder des messages. L'objectif, c'est de faire en sorte que seul l'émetteur et le destinataire ne soient capables de lire le message ou les données qui transitent. Donc si moi je veux envoyer un message à mon ami Paul, on est les deux seules personnes au monde qui sommes censées pouvoir lire ce message si j'ai utilisé la cryptographie pour encoder mon message. Autrement dit, s'il y a quelqu'un entre Paul et moi qui intercepterait le message ou qui verrait le message, eh bien il ne serait pas en capacité de le comprendre parce qu'il n'aurait pas les outils, on va dire, pour décoder ce que j'envoie à mon ami Paul. Bon, je vais pas m'éterniser sur le sujet, si jamais tu veux creuser le truc, tu peux aller chercher fonction de hachage, tu peux aller chercher SHA-256, tu peux aller chercher des vidéos sur les clés publiques, les clés privées, mais encore une fois, c'est pas du tout l'objectif de la vidéo. Parce qu'en vérité, avec ces 4 éléments, tu as l'essentiel pour comprendre comment fonctionne le Bitcoin. Le Bitcoin est donc une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, c'est donc une monnaie virtuelle qui est basée sur un registre que l'on appelle la blockchain. Une crypto-monnaie fonctionne sur un réseau décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas
un truc central qui va gérer le tout, mais plutôt des choses qui sont éparpillées un peu partout dans le monde pour s'assurer de la conformité des informations et des données. Et enfin, une crypto-monnaie, c'est sécurisé avec la cryptographie. Au-delà du Bitcoin, je suis persuadé que la technologie de la blockchain est en train de révolutionner le monde. Et je suis persuadé que l'avenir nous amènera des cas d'usage que l'on n'imagine même pas encore aujourd'hui. Parce que le truc, c'est qu'on est vraiment au balbutiement de l'évolution de cette technologie. Les études montrent que l'utilisation de la blockchain aujourd'hui correspond à l'utilisation que l'on avait d'Internet en 1997. Donc on est vraiment au tout début. Et voilà, parce que je veux garder cette vidéo courte et concise, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais je te ferai d'autres vidéos les prochaines semaines sur ce sujet, et notamment sur la façon dont moi, j'investis de l'argent dans les crypto-monnaies. Pour être sûr de ne pas rater ces prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications. Et si jamais tu as quelqu'un autour de toi qui se pose des questions sur le Bitcoin, les crypto-monnaies ou la blockchain, eh bien, je t'invite à lui partager cette vidéo. Et pour l'heure, je te dis à bientôt. Ciao, ciao!